Ce n'est pas la version qui a été racontée, mais la version qu'on a essayé de cacher. À Rome, en temps de paix, les conflits entre plébéiens et nobles ne cessent jamais, mais en période de péril national, ils s'unissent toujours contre l'ennemi. C'est peut-être pourquoi Rome est restée puissante, même après de lourdes défaites face à Hannibal. À quel point Hannibal était-il redoutable? Avec un peu plus de 20 000 mercenaires, il a osé semer la terreur sur la péninsule italienne, qui comptait pourtant 750 000 soldats. Rome a formé plus de 20 légions, mais aucune n'a pu venir à bout d'Hannibal. C'est vraiment l'expression même de l'exploit incroyable. De 215 à 211 avant JMC, Rome a traversé les 4 années les plus difficiles de son histoire. Sous l'incitation du général carthaginois Hannibal, Rome s'est retrouvée attaquée de toutes parts. En 215 avant JC, l'objectif principal d'Hannibal était de s'emparer des villes portuaires de la région de Campanie. Parce que Carthage n'était déjà pas disposé à soutenir Hannibal et qu'il n'y avait pas de port sûr pour les navires carthaginois sur la péninsule italienne, ils ont donc abandonné Hannibal sur le territoire romain et tous les approvisionnements qui auraient dû lui être envoyés ont été expédiés en Espagne. Hannibal devait absolument s'emparer d'un port pour obtenir des ressources, mais les Romains n'allaient certainement pas le laisser faire. Rome envoya 3 commandants, divisant ses forces en 3 pour attaquer Hannibal de plusieurs côtés. Hannibal provoqua tour à tour les 3 armées romaines pour les forcer à livrer bataille, mais aucun d'eux ne répondit à ces provocations. Ainsi, cette année-là, Hannibal ne parvint pas à prendre de port, et les armées romaines ne subiront pas de nouvelles défaites. En 214 avant JAC, Rome passa de 14 légions l'année précédente à 20 légions. Comme de nombreuses villes du sud étaient repassées du côté d'Hannibal, le nombre de légions avait certes augmenté, mais l'effectif de chaque légion avait diminué, si bien que les 20 légions ne comptaient au total que 160 000 hommes. Afin d'empêcher les Gaulois de descendre vers le sud pour rejoindre les rangs d'Hannibal, Rome envoya cette année-là 2 légions au nord du Rubicon, en laissa 2 autres pour défendre la capitale, puis déploya 4 légions dans la région de Campanie, car c'était là qu'il était le plus probable de rencontrer Hannibal. Il y avait aussi des troupes déployées dans les régions des Pouilles et de la Calabre, bref, partout où Hannibal était susceptible de s'emparer du territoire. Et cela ne concerne que les forces stationnées sur la péninsule italienne. Rome envoya également un nombre variable de légions en Espagne, en Sardaigne, en Sicile et dans la péninsule grecque, car toutes ces régions constituèrent des fronts entre Rome et Carthage. Pour faire face à la Macédoine dans la péninsule grecque, Rome adopta une approche à la fois militaire et diplomatique. Bien qu'il n'y ait eu qu'une seule légion, elle réussit tout de même à repousser l'invasion macédonienne. Ensuite, Rome conclut un traité d'amitié avec la dynastie ptolémaïque d'Égypte. Et peu après, la dynastie séleucide de Syrie accepta également de rester neutre vis-à-vis de Rome, car ces 2 royaumes étaient issus des conquêtes d'Alexandre et entretenaient des liens étroits avec la Macédoine. Ensuite, Rome commença à inciter les cités-États autour de la Macédoine à l'attaquer. Ces cités-États avaient été opprimées par la Macédoine pendant de nombreuses années, elles étaient donc ravies de s'allier à Rome. Ainsi, bien que la Macédoine ne puisse pas être anéantie, elle n'avait déjà plus le loisir de s'allier à Hannibal. Les 2 légions que Rome envoya en Sicile étaient composées de soldats ayant survécu à la bataille de Cannes, et ces soldats comptèrent bien déverser toute leur haine envers Hannibal sur Syracuse, qui avait trahi. À ce moment-là, Archimède se trouvait à Syracuse, et grâce à son génie, il allait rendre les légions romaines complètement impuissantes. En un clin d'œil, on arrive en 213 avec JC. Cette année-là, Rome porta le nombre de ses légions à 22, et ce fut aussi l'année où Hannibal connut le plus grand succès dans la désintégration de l'alliance romaine. Auparavant, Capoue et Syracuse avaient déjà fait défection à Rome. Et maintenant, sous l'influence d'Hannibal, Tarente trahit elle aussi. Les 3 plus grandes villes du sud de l'Italie sont désormais toutes tombées sous le contrôle d'Hannibal. Tout est tombé entre les mains d'Hannibal. C'est là le défaut de la guerre d'usure prônée par Fabius. Rome avait clairement épuisé toutes ses forces, mais ne voyait aucun résultat tangible. En y réfléchissant bien, même si la situation ne s'est pas améliorée, au moins elle ne s'est pas aggravée non plus. Pendant son séjour en Italie, Hannibal n'a reçu qu'une seule fois de l'aide de Carthage. Sous l'interception de la marine romaine, les navires envoyés pour soutenir Hannibal ont dû faire demi-tour à plusieurs reprises et ont finalement renoncé complètement à lui porter secours. De même, en Espagne, les 2 frères cadets d'Hannibal étaient fermement tenus en échec par les 2 frères Cornelius et étaient donc incapables de lui apporter leur soutien. Les Gaulois voulant rejoindre Hannibal furent mais bloqués au nord du Rubicon. La Macédoine était attaquée de tous côtés, donc il était impossible de débarquer sur la péninsule italienne. Ainsi, bien qu'Hannibal, ce loup féroce, se soit retrouvé au milieu d'un troupeau de moutons, les moutons se sont défendus. Même s'ils ne pouvèrent pas vaincre le loup à court terme, s'ils évitaient ses morsures, aussi féroces soient-ils, le loup finirait tôt ou tard par être vaincu. Archimède était un mathématicien exceptionnel, parmi les célèbres physiciens de la philosophie grecque antique, capable de mettre en déroute 4 légions romaines. Non seulement il avait le titre de père de la mécanique, mais il est aussi considéré, avec Gauss et Newton, comme l'un des 3 plus grands mathématiciens du monde. Sa célèbre maxime est « Donnez-moi un point d'appui, et je soulèverai la terre ».
C'est vraiment incroyable, c'est le summum de la puissance. Mais alors, pourquoi un vieil homme aussi impressionnant s'est-il retrouvé à lutter férocement contre les légions romaines? La raison en est que la patrie d'Archimède, Syracuse, a été incitée à la révolte par Hannibal et a trahi Rome, ce qui a poussé Rome à lancer une attaque contre Syracuse. Mais Archimède a montré aux Romains que l'intelligence d'un seul homme pouvait rivaliser avec 4 légions romaines. En 212 avant JC, Rome a mobilisé au total 25 légions pour une opération militaire d'envergure, envoyant 4 légions à Syracuse, en Sicile. De plus, le commandant de cette expédition n'était autre que Marcellus, surnommé l'épée de l'Italie. Il a dirigé les soldats romains pour attaquer Syracuse, simultanément par la mer et par la terre. Les soldats attaquant du côté terrestre furent mis en déroute par les nouvelles armes inventées par Archimède, au point d'en pleurer de désespoir. Ces armes pouvaient s'étendre au-delà des remparts, lancer des pierres, et étaient particulièrement maniables. Peu importe l'angle d'attaque des soldats romains, ils étaient touchés avec une précision redoutable, tandis que les défenseurs n'avaient qu'à laisser dépasser leurs yeux pour repérer la position des Romains. Les soldats romains n'avaient même pas la moindre chance de s'approcher des remparts, encore moins de les escalader pour combattre. Quant aux soldats attaquant par la mer, leur sort était encore plus misérable. La falaise du côté maritime de Syracuse servait de rempart naturel. Les soldats romains prévoyaient d'amarrer leurs navires au pied de la falaise, puis d'y installer des échelles pour lancer l'assaut. Si quelqu'un sur les remparts tentait de les arrêter, les soldats sur les bateaux tirèrent dessus. Cependant, ce ne furent pas des soldats qui apparurent sur les remparts, mais d'étranges dispositifs qui s'étendèrent depuis les murs, attrapèrent les échelles d'assaut ainsi que les soldats en train de grimper et les jetaient tous ensemble dans la mer. De nombreux autres bateaux furent également touchés par des catapultes habilement maniées, perdirent l'équilibre et s'écrasèrent violemment contre la falaise. Malgré tout, un petit nombre de soldats parvinrent à échapper à ces armes inventées par Archimède. Cependant, à peine avaient-ils escaladé les remparts qu'ils furent éblouis par une lumière intense, réfléchie par des miroirs venus d'on ne sait où, et les soldats romains, étourdis, tombèrent un à un au pied des murailles. Une autre version raconte qu'Archimède utilisa des centaines de miroirs pour diriger la lumière sur les voiles des navires romains, qui prirent feu sous l'effet de la chaleur. Les Romains crurent qu'il s'agissait d'une nouvelle arme inventée par Archimède et prirent la fuite, terrifiés. C'est évidemment une histoire inventée, une pure fanfaronnade. De plus, des Américains curieux ont déjà mené des expériences, même avec plusieurs centaines de miroirs modernes. Même avec des centaines de miroirs modernes, on ne peut pas enflammer la voile d'un navire, encore moins avec des miroirs en bronze antique. Cela chauffe le bateau, et avec autant de sources lumineuses, la lumière dispersée empêche de la concentrer sur un point. En somme, Archimède était vraiment impressionnant, au point que même le commandant de l'assaut, Marcellus, plaisantait auprès de ses hommes en disant « Archimède, c'est comme s'il lançait un verre plein d'eau, il ramasse nos navires de guerre dans la mer et les rejette dehors. Et nos soldats, eux, ressemblent à des musiciens chassés d'un banquet parce qu'ils jouent trop mal. » En effet, les instruments utilisés par les musiciens de la Rome antique ressemblaient beaucoup aux échelles de siège, et les musiciens médiocres étaient tout simplement expulsés du banquet comme unique récompense. On peut dire que la comparaison de Marcellus était vraiment très parlante. Le nom d'Archimède est ainsi devenu presque légendaire parmi les soldats romains. Dès son plus jeune âge, Archimède fut envoyé par son père à Alexandrie, en Égypte, pour y étudier, et il fut même l'élève d'Euclide. Doté d'un esprit brillant, il découvrit plus tard le principe de la poussée d'Archimède, le principe du levier, et ses idées mathématiques contenaient déjà les prémices du calcul infinitésimal. Non seulement il infligea de lourdes pertes aux légions romaines, mais ses mathématiques tourmentent encore aujourd'hui les étudiants. Mais le surnom de Marcellus, l'épée de l'Italie, n'était pas usurpé non plus. Plus tard, il apprit par la bouche d'un prisonnier que la fête d'Artémis approchait. Artémis est la déesse de la chasse dans la mythologie grecque, et l'une des 12 principaux dieux de l'Olympe. Cette fête revêtait une grande importance pour les Syracusains, peuple grec, qui avait pour habitude de boire jusqu'à l'ivresse à cette occasion. Marcellus envoya alors 1 millier de soldats d'élite qui, cette nuit-là, escaladèrent discrètement les remparts et éliminèrent les gardes de la porte de la ville, complètement ivres. L'armée romaine pénétra sans encombre dans Syracuse. Au lever du jour, la moitié de la ville de Syracuse était déjà tombée aux mains des Romains. Cependant, une partie de Syracuse se trouvait encore sur l'île. La plupart des habitants du continent s'y étaient réfugiés, rendant l'île surpeuplée. En réalité, il suffisait d'attendre qu'il manque de vivres et de munitions pour qu'ils se rendent sans combat. Mais Marcellus était quelqu'un d'impatient, et il s'empara rapidement de cette île. À ce moment-là, Syracuse était déjà sans chef. Personne ne se présenta pour négocier une trêve, si bien que le combat ne prit fin que lorsque plus personne n'opposa de résistance. Selon la coutume de l'époque, si un pays refusait de se rendre et persistait à combattre jusqu'à la défaite, alors tout ce qui appartenait à ce pays revenait au vainqueur. Après la victoire, Marcellus ferma les yeux sur les pillages de ses soldats dans la ville, qui durèrent 3 jours. Cependant, Marcellus, lui aussi profondément influencé par la culture grecque, ordonna à ses soldats de ne pas détruire les œuvres d'art créées par les Grecs. Il voulait rapporter toutes ces pièces d'art à Rome. Il exigea également que les soldats n'attentent pas à l'intégrité physique des citoyens, ni ne les vendent comme esclaves. Seules leurs terres furent toutes confisquées. Dès lors, Syracuse devint une province romaine. Après la chute de Syracuse, Archimède, alors âgé de 75 ans, était encore absorbé dans ses recherches mathématiques. Il fut tué par un soldat romain inconnu au cours du chaos. Marcellus, en apprenant la nouvelle, en fut profondément attristé et plein de regrets. Cette année-là, bien que le front en Sicile ait remporté la victoire, les nouvelles du front en Italie continentale étaient de plus en plus désastreuses.
Hannibal était vraiment incroyable, il lui a suffi de faire un simple tour autour des remparts de Rome pour laisser aux Romains une cicatrice psychologique indélébile. Depuis lors, les mères réprimandèrent leurs enfants en disant « Hannibal est déjà à la porte ». Aussitôt, les gamins, terrifiés, cessaient immédiatement de pleurer. En 212 avant JIC, Rome engagea 25 légions dans une guerre totale. L'objectif de l'année était de reprendre Capoue. Pour atteindre ce but, Rome envoya 6 légions, dirigées par 3 commandants, pour assiéger Capoue. Capoue demanda de l'aide à Hannibal, qui était stationné à Tarente. Lorsque Hannibal arriva, Capoue était déjà encerclé par les troupes romaines. Les légions réputées pour discipline, les Romains sont réputés pour leur rigueur. Même pour un campement d'une seule nuit, ils le construisent de façon extrêmement solide. À plus forte raison cette fois-ci, où ils ont érigé des palissades si denses et impénétrables qu'une mouche n'aurait même pas pu passer. En voyant un campement aussi fortifié, Hannibal s'est exclamé « Impossible de percer le camp », il a alors tenté de provoquer une bataille rangée contre les 6 légions romaines. Cependant, les 3 commandants romains ont ignoré Hannibal. Il faut dire qu'au cours de ces dernières années, Hannibal avait pratiquement pris le contrôle de tout le sud de l'Italie. Non seulement il ne recevait aucun soutien de Carthage, mais il devait en plus diviser ses forces pour défendre ses régions. De plus, les subordonnés d'Hannibal étaient tous incompétents. Chaque fois qu'ils affrontèrent l'armée romaine, s'ils n'étaient pas présents, la défaite était inévitable. Ainsi ses effectifs, déjà peu nombreux, ne cessèrent de diminuer. Cette fois, pour lever le siège de Capoue, Hannibal ne pouvait rassembler plus de 20 000 hommes, alors que les 6 légions romaines comptaient au moins 50 000 soldats. Même dans ces conditions, les légions romaines n'osèrent pas affronter Hannibal en bataille rangée. Ne pouvant forcer la bataille, Hannibal tenta alors d'attaquer Naples et d'autres villes portuaires. Comme les renforts des légions romaines se sont à nouveau révélés inefficaces. Fou de rage, il ne pouvait que piller, brûler et tuer partout où il passait. À présent, Hannibal ressemblait à un loup solitaire affamé, mordant à l'est puis à l'ouest, mais sans rien obtenir, ne faisant qu'épuiser ses forces. Cette année-là, Hannibal reçut à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la légion d'esclaves romains, qui lui avait tant donné de fil à retordre, n'existait plus. En fait, c'est un des subordonnés d'Hannibal qui avait proposé au commandant de la légion d'esclaves romains, Gracchus, de se rendre. Il espérait s'entretenir avec Gracchus en personne. Gracchus, avec un petit groupe d'hommes, se rendit au lieu de rendez-vous désigné, mais il fut tué par les soldats carthaginois qui l'attendaient en embuscade. Sa tête fut jetée dans le camp de la légion d'esclaves. Sous la direction de Gracchus, cette légion combattait avec une bravoure exceptionnelle. Gracchus avait même promis de rendre leur liberté à ses esclaves après la guerre, ce qui lui valait l'affection et le respect de ses troupes. Maintenant que leur commandant avait perdu la tête, la légion se dispersa comme une volée d'oiseaux, ce qui constitua une perte énorme pour Rome. Mais il y avait aussi une mauvaise nouvelle. Syracuse, en Sicile, avait été prise par les Romains. Hannibal pensa qu'il ne pouvait plus se permettre de perdre Capoue. Ainsi, en 211 avait surgi JIC. La deuxième année, il tenta à nouveau de lever le siège de Capoue. Cette année-là, Rome mobilisa encore 25 légions pour l'assiéger, tandis que Capoue en comptait toujours 6, sans même changer de commandant. Hannibal, avec très peu de troupes, lança une attaque surprise contre les forces romaines, encerclant Capoue. Mais cette attaque échoua. Désormais, il était quelque peu désespéré, ne pouvant plus attendre l'effondrement de l'alliance romaine. Il décida donc de tenter sa chance plus tôt que prévu, évitant les zones où il risquait de croiser des légions romaines, et se dirigea directement vers les portes de Rome. Ensuite, Hannibal mena ses cavaliers pour flâner tranquillement à une distance des remparts, où les flèches ne pouvaient pas les atteindre. Les Romains, entassés sur les murailles, étaient déjà terrifiés. Ils observèrent ce général carthaginois de 36 ans, juché sur un cheval blanc, faire le tour des murs de Rome comme s'il était chez lui. La dernière fois qu'un ennemi s'était approché d'aussi près, c'était lors de l'invasion des Celtes, 179 ans plus tôt. Et les souvenirs de cette catastrophe ressurgirent dans l'esprit des Romains. Après avoir fait le tour, Hannibal tira sa conclusion. Avec ses maigres effectifs, il lui était tout simplement impossible de prendre d'assaut cette ville. Il ne pouvait donc qu'essayer d'attirer la garnison romaine à l'extérieur. Mais cette simple promenade laissa une profonde empreinte dans l'esprit des Romains. Encore aujourd'hui, lorsqu'une mère gronde son enfant, elle dit « Hannibal est déjà à la porte ». Le plan d'Hannibal était d'abord de vaincre la garnison romaine qui sortirait l'affronter, puis de forcer l'armée romaine assiégeant Capoue à venir en renfort. Ainsi, le siège de Capoue serait levé et il pourrait ensuite vaincre les troupes romaines venues en soutien. Mais ils n'avaient pas imaginé que les Romains seraient aussi têtus. Même avec l'ennemi à leur porte, ils restèrent terrés dans la ville. En 211 avait surgi JIC, cette expédition d'Hannibal à Rome fut pour lui... L'exécution fut la fois où il s'est trouvé le plus près de Rome dans toute sa vie. C'était la première, mais aussi la dernière fois qu'il voyait Rome de ses propres yeux, sans pourtant lui infliger la moindre égratignure. Déçu, Hannibal n'est pas retourné secourir Capoue, mais est rentré directement dans le sud de l'Italie. Privé du soutien d'Hannibal, Capoue est rapidement tombé lors d'un violent combat. Rome n'a plus fait preuve de clémence envers ses alliés qui l'avaient trahi une seconde fois. Capoue est devenu une province romaine et plus de 70 personnalités importantes,
ont été éliminés. Ainsi, parmi les 3 villes les plus importantes du sud de l'Italie, seule Tarente n'avait pas encore été reprise. Alors que les Romains célébrèrent leur victoire, une terrible nouvelle est soudainement arrivée. Les légions romaines sur le front espagnol venaient de subir un coup dévastateur. Ces dernières années, la seule source de victoire continue venait justement d'Espagne. Sous la direction des 2 frères Cornelius, les légions romaines avaient infligé défaite sur défaite aux 2 frères d'Hannibal en Espagne. Les Romains n'avaient pas l'habitude d'engager des mercenaires, mais ils excellaient dans l'art de former des alliances, s'alliant avec les tribus locales pour lutter contre Carthage. Contre toute attente, ils furent trahis par leurs alliés. Les 2 frères Cornelius périrent tous les 2 au combat, et seules quelques troupes réussirent à s'échapper sous la conduite d'un centurion. En un instant, tous les acquis obtenus en 8 ans furent réduits à néant. Rome ne pouvait pas abandonner le front espagnol, car le soutien venant d'Espagne donnerait à Hannibal l'occasion de reprendre son souffle. Ils dépêchèrent donc en toute hâte Claudius Nero à la tête de 10 000 soldats pour apporter du renfort. Mais à peine arrivé en Espagne, Claudius Nero fut trompé par le frère d'Hannibal. Le Sénat romain commença à douter de ses compétences, et avant même que Nero ne puisse passer l'hiver en Espagne, il fut rappelé à Rome. La question de savoir qui envoyer en Espagne pour assumer le commandement suprême tourmentait le Sénat. C'est alors qu'un jeune homme poussa la porte du Sénat. Les sénateurs virent qu'il s'agissait de Scipion l'Africain, le fils de Cornelius. Scipion l'Africain fut le vainqueur de la Seconde Guerre punique. Il avait vaincu Hannibal, dont le nom faisait pleurer les enfants, alors qu'il était encore très jeune, et il était connu pour être particulièrement rusé depuis son enfance. À Rome, il était interdit de se présenter à toute magistrature avant l'âge de 30 ans, et il n'était pas non plus possible d'entrer au Sénat avant cet âge. Mais à 22 ans, Scipion, pour faire plaisir à sa mère, s'est discrètement vêtu de la toche blanche le jour de l'élection des édiles et s'est précipité sur la tribune du lieu de vote. Les gens ignoraient totalement que ce jeune homme n'avait en réalité aucune qualification pour se présenter. Ils le trouvaient simplement beau, charismatique, et il dégageait une aura de protagoniste. Alors, ils l'ont élu édile sans hésiter. Par la suite, les responsables de l'élection ont découvert la vérité et ont contesté l'élection de Scipion. Mais ce jeune homme, de 22 ans, doté d'une grande éloquence, a répondu que c'était l'ensemble des citoyens qui avaient approuvé son élection comme édile, ce qui prouvait que son âge était suffisant pour occuper ce poste. Le censeur était le poste officiel le plus bas sous la République romaine, de sorte que la personne en charge n'était pas tenu responsable très longtemps. C'est ainsi qu'un édile âgé de 7 ans de moins que l'âge requis est né. Mais ce n'est pas tout. 2 ans plus tard, Scipion devint même, contre toute attente, le commandant de 2 légions. En 210 avant JC, la deuxième guerre punique était déjà à mi-parcours, Rome subissait une défaite totale sur le front espagnol, et il n'y avait personne de qualifié pour assumer le commandement suprême. À ce moment-là, Scipion, âgé de 25 ans, se porta volontaire. Selon les règles romaines, un commandant capable de diriger 2 légions devait avoir au moins 40 ans, et seuls des postes comme consul ou préteur étaient dignes d'un tel commandement. Cependant, le Sénat fit une exception et accepta la demande de Scipion, car les 2 commandants morts au combat en Espagne étaient justement son père et son oncle, tous 2 des membres importants du Sénat. Envoyer Scipion en Espagne lui donnait d'une part l'occasion de venger sa famille, et d'autre part permettait aux collègues du Sénat de rendre hommage à son père et à son oncle. Abonnez-vous à Animistica pour ne rien manquer. Likez, partagez et rejoignez-moi tout de suite pour un nouveau voyage dans l'histoire.